Bonjour à tous. Écoutez, je vais commencer. Est-ce qu'à Pékin, vous m'entendez bien? On vous entend bien. Merci, Bon, Monsieur Renaud. c'est parfait. Écoutez, bienvenue à ce nouveau Club Agro. Aujourd'hui, la thématique concerne l'Ukraine, déficit céréalier, sécurité alimentaire, défis et politique agricole de la Chine. Avant de commencer, je vais simplement me présenter. Donc, je m'appelle Alban Renaud, je suis président du Club Agro. Je suis avocat spécialisé en agriculture et agroalimentaire. Avant de démarrer et de vous présenter les intervenants, simplement un mot pour nos amis et collègues qui sont tous à Shanghai, en espérant que tout se passe bien pour eux et qu'il n'y a pas de difficultés particulières de leur côté. Et aussi un mot de félicitations aussi pour ceux qui ont été décorés hier du mérite agricole à Pékin. Voilà, ceci étant dit, on va passer directement au sujet du jour. Nous aurons quatre intervenants. Tout d'abord, concernant le panorama sur la situation actuelle du marché mondial des céréales et du focus sur l'évolution du marché chinois, Anne-Laure Pommier, directrice internationale d'Intercéréales, avec Monsieur Li Jiaoyu, responsable du bureau Chine d'Intercéréales, et Monsieur, ensuite, pour les conséquences du conflit russo-ukrainien sur les trains des routes de la soie, Monsieur Xavier Van der Peppen, directeur des trains Franchine de Forwardis. Et enfin, notre conseiller agricole, Monsieur François Blanc, qui nous fera un état des lieux sur la sécurité alimentaire en Chine. Écoutez, sans plus attendre, je donne la parole à Anne-Laure Pommier et les questions, je vous propose que nous en répondions à la fin des présentations. Voilà. Donc, bonjour à tous, j'espère que vous m'entendez bien. Et donc, je suis ravie d'être avec vous aujourd'hui et nous allons donc faire cette présentation à deux, en deux temps. Et donc, je vais commencer moi-même par vous faire un panorama du marché mondial des céréales parce qu'il nous a semblé intéressant dans le contexte actuel de reposer en fait les grands fondamentaux qui peuvent nous permettre de mieux comprendre la situation des marchés. Donc, merci de passer la diapositive suivante. Alors moi, je n'ai pas… Voilà, merci beaucoup. Donc, tout d'abord, Alors, je vais essayer de ne pas vous assommer trop de chiffres, parce qu'en général, quand on est passionné du marché des céréales, on passe son temps dans les données, mais quand même important de rappeler quelques grands chiffres. Savoir que la production mondiale de céréales aujourd'hui, elle est à 2 milliards 285 millions de tonnes produites donc en 2021 et commercialisées sur l'année, donc la campagne 2021-2022. Et pour 2 milliards 235 millions de tonnes de consommation de céréales. Donc là, quand je dis toutes céréales, je comprends donc la première céréale produite dans le monde, qui est le maïs, qui se situe à 1,2 milliard de tonnes produites par an, donc en tout cas l'année dernière. Ensuite, c'est le blé tendre, blé tendre et blé dur, on est à 780 millions de tonnes. Puis le riz, 510 millions de tonnes. Et ensuite, l'orge arrive en quatrième position à 145, 150 millions de tonnes selon les années. Et ensuite, on a toute une série de petites céréales qui ont des volumes beaucoup moins importants. Donc là, je vais faire surtout un focus sur le maïs, enfin sur le blé, qui est la céréale qui drive quand même beaucoup les marchés mondiaux, et le maïs. Mais c'est intéressant d'avoir aussi cette vision globale. En termes général, il faut avoir en tête également qu'on est sur des productions records et on enchaîne les productions records tous les ans. Mais on a une hausse de la consommation qui est également permanente. Hein. La consommation de céréales augmente chaque année. Et ce qui est particulier, c'est que depuis 2017, on enchaîne des années où on est tout juste à l'équilibre entre production et consommation. Donc, il est important dans notre secteur de pouvoir faire des stocks et de pouvoir affronter les aléas climatiques d'une année sur l'autre. Et donc, quand on est juste à l'équilibre, bien évidemment, ça rend les situations beaucoup plus compliquées. Donc, je vous prie de passer à la diapositive suivante. Donc, en termes de consommation, vous voyez depuis 10 ans, la consommation mondiale, donc la consommation alimentaire de céréales, donc pour l'alimentation humaine, elle progresse régulièrement, mais en fonction de la progression de la population mondiale. Et ce qui est notable, c'est l'évolution, donc que vous voyez en rouge, de la consommation pour le feed, pour les aliments. Et on a également donc une légère hausse de la consommation autre usage et consommation industrielle. Mais c'est vraiment le driver de la hausse de la consommation mondiale, c'est bien la hausse de la consommation pour les aliments d'élevage. Hein. Et donc, un élément aussi important et qui finalement est assez majeur dans l'élaboration des prix sur les marchés, c'est le niveau des échanges.
Donc, on voit que les échanges mondiaux progressent également depuis tout le temps, quelque part, mais ils ont augmenté très significativement ces 10 dernières années. Donc, avec le blé qui est la céréale la plus échangée dans le monde. Donc, on est à 190 millions de tonnes, avec le maïs qui a rattrapé en fait quasiment le même niveau d'échange. Et puis ensuite, le riz est beaucoup moins échangé et le blé également. C'est pour ça que le riz est une céréale qui est moins volatile et dont on parle un petit peu, on parle beaucoup moins sur les marchés mondiaux. Par contre, bien entendu, le blé, lui, a toujours été la céréale qui bouge le plus. Alors, je ne sais pas si vous pouvez passer à la diapositive d'après. Alors, ce qui est intéressant à avoir en tête, donc là, je vais faire un focus sur le blé, c'est que évidemment, on est à un niveau mondial de production record, donc je vous ai dit quasiment toutes céréales, hein, mais également en blé tendre, et pourtant les prix s'envolent. Pourquoi? Parce qu'en fait, les échanges mondiaux sont importants en blé tendre, ça représente 20% de la production mondiale, et la situation finalement chez les pays exportateurs, elle interpelle et elle est évidemment pas au beau fixe. Donc les stocks la production chez les principaux pays exportateurs, elle a baissé fortement en 2018. On a eu une année qui a été marquée à l'époque par des accidents climatiques aux États-Unis et au Canada. Et également, en fait, entre la campagne 2020 n'était déjà pas exceptionnelle et la campagne 2021, on a également eu des accidents climatiques significatifs, ou en tout cas qui ont impacté le niveau de production de pays clés sur le marché international. Donc, on a eu une baisse de production, notamment en Russie, de 10 millions de tonnes, et une baisse de production au Canada et aux États-Unis de l'ordre de 18 millions de tonnes. Donc, effectivement, compensé par d'autres États, d'autres pays importants qui sont producteurs, donc l'Union européenne, qui avait fait une progression, et également l'Argentine et surtout l'Australie. Mais ces quantités sont pas suffisamment importantes pour compenser finalement la baisse de production chez des pays qui sont importants sur le marché mondial. Donc, ce sur quoi l'élément clé en fait, donc c'est cette production chez les pays exportateurs. Donc, les principaux pays exportateurs que sont les États-Unis, la Russie qui est devenue le premier pays exportateur également de blé, mais l'Ukraine, l'Europe et l'Argentine et l'Australie. Il faut savoir que ces 8 grands pays producteurs, ces 8 grandes zones de production représentent 80% des volumes exportés. Donc, c'est la raison pour laquelle on fait vraiment, en termes d'attention sur le marché, on regarde de très près ce qui se passe dans ces zones-là. Et on regarde bien évidemment les stocks finaux chez ces principaux exportateurs. Donc, si vous passez à la diapositive suivante, vous voyez bien que c'est un paramètre clé et qui va finalement nous interpeller sur les mois qui viennent. C'est le stock chez ces principaux exportateurs. Donc, on est sur un niveau particulièrement bas sur l'année 2020-21 et sur l'année qu'on est en train de commercialiser aujourd'hui. On s'attend donc à un stock au 30 juin à 59 millions de tonnes chez l'ensemble des exportateurs. Sachant qu'on va effectivement retrouver un peu de stock supplémentaire en Ukraine, mais ce n'est pas un stock qui est disponible pour le marché mondial, donc qui ne permet pas d'alléger les tensions. Et on a également une hausse, vous voyez sur ce graphique, une légère hausse du stock, donc en vert c'est Argentine, Australie, puisque l'Australie a bénéficié d'une très bonne production en 2021, mais malheureusement les installations de logistique de l'Australie ne permettent pas d'exporter la totalité du disponible exportable sur une campagne. Donc ces stocks, ils vont être là, mais ils ne sont pas réellement disponibles sur le marché. Donc déjà, en absolu, on se rend compte qu'on a un stock chez les exportateurs qui est attendu à la fin de la campagne relativement tendu, mais en plus, ce stock n'est pas forcément complètement disponible pour les échanges. Alors, bien évidemment, donc ça, c'est le contexte qu'on avait déjà avant la situation de la guerre en Ukraine et donc des marchés, pour ceux qui suivent les prix de près, des marchés qui étaient déjà en très forte hausse sur l'ensemble entre juillet 2021 et février 2022, du fait de cette situation des stocks de blé chez les principaux exportateurs. Donc, si on regarde maintenant un peu plus près l'Ukraine et la Russie, donc c'est la slide d'après, vous voyez bien que
qu'en fait, l'Ukraine représente 10% des exportations mondiales. C'est le troisième exportateur, la Russie étant le premier. Le fait que du jour au lendemain, les stocks ne soient pas disponibles a créé une situation de tension et d'inquiétude majeure sur les disponibilités pour l'ensemble des pays acheteurs. Alors, bien évidemment, c'est pas arrivé du jour. Enfin, les marchés anticipaient cette tension puisque les prix étaient déjà quelque part intégraient un risque de guerre, mais du jour au lendemain, on a une réalité qui a fait changer l'ensemble du paradigme. Alors, vous voyez, bon là, c'est une courbe qui illustre la hausse tendancielle des échanges et surtout la part importante de la Russie et de l'Ukraine ces dernières années. Alors, je vous prie de passer à la suivante, s'il vous plaît. Alors, ce qui nous préoccupe tous, c'est ce qui va se passer dans les semaines qui viennent. Et c'est évidemment très compliqué. On est sur une céréale, donc le blé tendre, qui est quand même majoritairement produit dans l'hémisphère nord. Donc, on a l'Argentine et l'Australie qui sont hémisphère sud, mais globalement, c'est quand même l'hémisphère nord qui est le principal pays, la principale zone de production sur cette céréale. Et donc là, l'ensemble des marchés et des acteurs de marché s'interrogent et regardent les situations de production dans les différents pays. On est évidemment très inquiet sur la situation en Ukraine et sur la capacité des agriculteurs ukrainiens à pouvoir produire correctement des céréales pour l'année prochaine. Donc c'est la raison pour laquelle les marchés anticipent finalement soit un manque de production directement, soit un manque de disponibilité pour des raisons d'infrastructures non utilisables. Alors, bon là, je me suis risqué un petit exercice, c'est de mettre côte à côte des prévisions qui sont du pic et du carreau, puisque ce sont des sources assez diverses et qui sont très prudentes en fait sur la production dans le bassin de la mer Noire. Donc, on s'attend à une hausse de production, un retour en fait de la Russie à un niveau de production normal, et donc avec des marchandises qui seraient disponibles pour le marché quoi qu'il arrive. Et par contre, une baisse de la production de l'ordre de 15% dans les chiffres qui sont présentés là en Ukraine, mais l'ensemble du consensus des marchés et des opérateurs de marché est malheureusement sur une baisse de production qui serait plus forte en Ukraine que ces simples 15%. Et par contre, on sait bien que quand on a des marchés relativement des prix élevés, donc des marchés attractifs, on peut avoir des réactions positives en termes de production. Ça se traduit souvent par des hausses d'investissement des agriculteurs dans les moyens de production. Mais là, on est quand même relativement inquiet puisqu'on a une hausse aussi très forte des coûts de production avec la hausse du prix des engrais notamment. Donc, globalement, on espère quand même une hausse de production, un retour, je dirais, quasi à la normale en Canada, États-Unis, et puis correct ici en Europe. Donc, des disponibilités. Quand on prend aujourd'hui, je dis bien au mois d'avril, on a encore des périodes sensibles pour les cultures sur les semaines qui viennent. Donc, ce ne sont que des prévisions à titre comme ça informatif, mais ça permet de poser un petit peu les choses. Et dans ce contexte-là, on sent bien qu'on va avoir une production chez les exportateurs qui restera de toute façon très délicate pour faire face aux besoins du marché, puisque on va rester dans une situation où on peut moins compter sur la participation de l'Ukraine l'année prochaine. Alors, si on regarde la production mondiale de maïs, juste pour vous mettre en évidence que là aussi, on est sur des niveaux de production en hausse de manière significative depuis 10 ans et surtout des échanges qui ont fondamentalement complètement progressé sur ces dernières années. Et avec l'Ukraine qui est devenue un acteur important du marché mondial. Donc, bien évidemment, les États-Unis, un premier producteur mondial de maïs et premier exportateur. Ensuite, on a les pays Brésil et Argentine qui sont des très gros acteurs sur le marché mondial. Et ensuite vient la mer Noire avec pour l'essentiel l'Ukraine. Alors, je vous ai mis la Chine sur ce graphique parce que c'est avec les États-Unis le deuxième producteur mondial de maïs, mais bien évidemment pour sa propre consommation, alors que les autres pays sont tous exportateurs.
Donc l'Ukraine et la Russie sur cette production, il faut voir que l'Ukraine exporte 80% de sa production, qu'elle a donc doublé ses efforts productifs de façon très significative. Donc l'année 2021 est une année record en Ukraine, ce que vous voyez sur la droite en violet en termes de production. Donc il ne faut pas forcément se baser là-dessus pour analyser les choses, mais bien évidemment, l'Ukraine est devenue un acteur majeur sur le maïs depuis déjà quelques années, avec comme clients principaux, en premier lieu, l'Union européenne et en deuxième lieu, la Chine. Alors, si on fait, dans ce contexte global, je vais faire un petit focus sur la part de la Chine dans les échanges mondiaux. Donc, on a vu ces dernières années la Chine recourir au marché mondial de manière de plus en plus significative. Donc, en soja, ce n'est pas une nouveauté. Ça fait depuis très longtemps que la Chine est le premier importateur mondial de soja et de très très loin. Par contre, c'est devenu plus progressif sur les autres céréales, donc avec une part importante sur l'orge. Mais bon, je vous le disais, l'orge, dans le contexte international, c'est une céréale plus mineure. Et bien sûr en maïs, avec des importations de maïs qui en 2020 ont représenté 15% des échanges, et en 2021, elles sont un petit peu en deçà dans les prévisions. Donc 2021-2022, on attend des importations de maïs un peu moins importantes que l'année dernière, mais ça reste très significatif. Et également en blé tendre, où on est maintenant sur des 6% de la part de marché. Et donc avant de laisser la parole à mon collègue donc Li, qui est au bureau de Pékin, vous remontrez en fait les premiers importateurs mondiaux de blé et les premiers importateurs mondiaux de maïs. Donc vous voyez que le premier importateur mondial, c'est l'Égypte quand on parle de blé, hein, donc à près de 13 millions de tonnes sur la campagne en cours. Hein, ça, ce sont des estimations, puisqu'il nous reste encore quelques mois de campagne. Et on attend la Chine autour de 9 millions de tonnes. Donc, il se positionne en quatrième position. Et par contre, en maïs, c'est vrai que ça, c'est un paramètre que les gens n'ont pas forcément en tête, mais la Chine est le deuxième importateur mondial derrière le Mexique. Donc, un acteur important et avec finalement des pays dans la zone asiatique qui sont qui se hissent tous dans le top 10 des premiers importateurs de maïs. Donc voilà pour ce panorama global. Je pense qu'on fera plutôt la série de questions après l'intervention de monsieur Li. On prendra les questions tout à la fin, en fait, quand tous les intervenants seront passés. Voilà. Merci. Merci Anne-Laure. Par rapport à ma partie, à mon exposé, est-ce que vous m'entendez bien? Vous m'entendez bien? Très bien, c'est parfait. Merci. Pardon. Par rapport à ma partie, j'aimerais bien vous apporter quelques éclaircissements sur l'évolution du marché céréalier chinois. Je vais commencer par cette carte céréalière chinoise. Comme vous le voyez bien, le Grand Nord reste, c'est la frontière avec la Russie. Et aussi, c'est la grande zone de production de soja. Tout à l'heure, Anne-Laure a déjà dit que la Chine est le premier pays importateur de soja. Effectivement, la production soja prévisionnelle pour cette campagne, on a seulement 17 millions de tonnes, qui représentent à peu près 15% ou 16% de la consommation chinoise. C'est aussi pour ça que la Chine, tous les ans, importe une quantité en moyenne, si j'ose dire, 95 et 100 millions de tonnes de soja, qui représentent plus de 75% des échanges mondiaux. Si on descend un peu, c'est les zones de production de maïs. Les trois grandes provinces, Heilongjiang, Jiangxi et Liaoning, aujourd'hui, on a une production à peu près 273 millions de tonnes. Comme vous le voyez bien, cette production est très concentrée dans cette partie du nord-est. La production de maïs aujourd'hui, c'est la première production céréalière chinoise, devant le riz et aussi le blé. Le blé est concentré, la production concentrée plutôt dans le bassin entre les deux grands fleuves, fleuve Jaune et fleuve Yangtze.
on a une production de blé 137 millions de tonnes. La Chine est le plus grand pays producteur de blé et aussi on est un grand importateur de blé. Je vais vous développer dès les prochains slides. Après, c'est la production de riz. Vous savez, la Chine est le plus grand pays de producteurs de riz. Pour cette campagne, la production prévisionnelle, c'est 214 millions de tonnes. Par cette carte, vous voyez clairement que la production céréalière chinoise est très concentrée sur la partie Est ou la partie centre-Est. C'est une des grandes particularités de la production céréalière chinoise. Si on fait une petite synthèse sur ces trois productions céréalières chinoises, on arrive à peu près 624 millions de tonnes. Tout à l'heure, Anne-Laure a aussi dit dans son exposé, la Chine est un grand pays importateur de blé. Comme vous le voyez bien, depuis trois campagnes de suite, la Chine a importé une quantité très importante de blé. Lorsqu'on dit blé, c'est blé tendre et aussi blé améliorant. Par exemple, la dernière campagne, la Chine a importé à peu près 10 millions de tonnes de blé. À l'intérieur de cette quantité, 20% d'origine de France, c'est-à-dire 2 millions de tonnes. La France, par cette carte, vous le voyez bien, est le troisième pays fournisseur de blé durant cette campagne 2020-2021. Pour les premiers 8 mois, c'est-à-dire pour les 8 mois passés de cette campagne, la Chine a déjà importé 6,6 millions de tonnes. À l'intérieur de cette quantité, l'origine de France représente à peu près 1,6 million de tonnes. Il y a aussi une grande nouveauté pour les prochaines campagnes. Comme vous le savez bien, en ce moment, il y a des guerres en Ukraine. C'est aussi pour ça, certains grands spécialistes chinois, selon leur analyse, dès la prochaine campagne, la Russie pourra une nouvelle origine d'approvisionnement de blé pour la Chine. On disait, potentiellement, la Russie exporterait une quantité à peu près 1 million de tonnes. Mais tout ceci, on a besoin du temps pour voir plus clair. En ce qui concerne les différentes parts de marché, voici les deux commentaires pour vous illustrer les différents pays exportateurs sur le marché chinois. Pour les 8 mois passés de cette campagne, comme vous le voyez bien, les grands pays fournisseurs, en effet, ce sont l'Australie, le Canada et la France. Il faut aussi dire que l'importation de blé, comme l'importation de maïs et l'importation de riz, est soumise au système de quotas. Vous le savez bien. À l'an 2001, la Chine a été admise dans l'OMC. Dès lors, la Chine a pris des engagements. Le quota annuellement affecté par le gouvernement chinois, c'est 9,6 millions de tonnes. C'est une quantité en effet au maximum. En fonction de la production locale, cette quantité peut aller jusqu'à 10 millions de tonnes, comme ce que vous avez vu la dernière campagne. La Chine a importé plus de 10 millions de tonnes, ou inférieur à cette quantité de quota, 5 millions de tonnes. Tout ceci se varie en fonction de la production locale, en fonction des cours mondiaux, c'est-à-dire le prix. Pardon, merci. Le maïs. Le maïs aussi, la Chine, bien sûr, la Chine est le deuxième pays mondial de production de maïs derrière les États-Unis. La Chine, c'est un grand producteur, évidemment, mais en même temps, on est aussi un grand consommateur. Et c'est aussi pour ça, la Chine est aussi un grand pays importateur. Les deux plus grands pays exportateurs de maïs sur la Chine, c'est les États-Unis et l'Ukraine. Comme vous le voyez bien, l'Ukraine, quand même, l'année dernière, ils ont exporté plus de 9 millions de tonnes, qui représentent une part de marché 40%. Le plus grand exportateur, c'est les États-Unis.
pour cette année, pour cette campagne, pendant les 8 mois passés, c'est presque le même chemin. Mais dès le mois de mars, à cause de conflits en Ukraine, l'importation du maïs ukrainien, ça commence à stopper parce que certaines logistiques portuaires en Ukraine qui sont détruits ou perturbés. C'est pour ça qu'on n'arrive pas à sortir du maïs ukrainien. C'est aussi pour ça les grands importateurs chinois, maintenant, on se pose la question où on va trouver une nouvelle sourcing de maïs. Tout ceci, je vais vous parler après. L'orge qui concerne plus la France, parce que depuis de nombreuses années, la France est un grand pays exportateur de l'orge brassicole. L'orge brassicole pour faire du malt et de malt à faire bière. C'est aussi pour ça la France, depuis de nombreuses années, on exporte une quantité de l'orge brassicole de 200 000 tonnes jusqu'à aujourd'hui 800 000 tonnes. Surtout depuis ces dernières 3 campagnes, la France a aussi participé à l'exportation de l'orge foragère. Et c'est aussi pour ça, 2 campagnes de suite, comme vous le voyez bien, depuis la campagne 2019 et 2020, et après 2020-2021, la France a exporté à peu près 3 millions de tonnes de l'orge de toute qualité confondue, sur une quantité totale de l'importation à peu près 11 millions de tonnes. Pour cette campagne, pendant les 8 mois passés, la France a déjà exporté à peu près 2,4 millions de tonnes sur la totale de 8 millions de tonnes. Dès la prochaine campagne, on dit aussi que la Russie pourra aussi exporter de l'orge foragère sur le marché chinois. Parce que depuis quelques années, comme vous le voyez bien, la Chine, en effet, n'a pas pu importer d'orge foragère. Mais depuis cette campagne, ou la campagne 2022-2023, la Chine va revenir à importer de l'orge foragère russe. Un petit focus sur l'Ukraine. Pendant la dernière campagne, la Chine a importé à peu près une quantité de 12 millions de tonnes de céréales. Essentiellement, ce sont des orges fourragères et de maïs. En effet, ce sont les matières premières pour le feed. Lorsqu'on regarde ce camembert à gauche, vous voyez bien que l'Ukraine est aussi le premier pays exportateur de l'huile de tournesol et de colza pour la Chine, avec une quantité à peu près 1,2 million de tonnes. Lorsqu'il s'agit des céréales, la Chine, pendant la dernière campagne, a importé à peu près 12 millions de tonnes de l'orge foragère et de maïs. Lorsqu'on rentre plus dans le détail, on regarde plus près ces chiffres, on fait une surface virtuelle de ces quantités importées par la Chine, d'origine d'Ukraine, on arrive à peu près 5,3 millions d'hectares. On a fait cette surface virtuelle sur le rendement moyen international. Je vais vous montrer la prochaine slide. Et aussi, cette surface virtuelle qui représente à peu près 4,4% de la surface arable chinoise. Et c'est aussi pour ça l'importation chinoise des matières premières ukrainiennes, c'est-à-dire de l'orge et de maïs, joue un rôle n'est pas négligeable. Le poids pèse assez lourd dans l'importation chinoise de ces matières premières pour le feed. Pour cette campagne, c'est-à-dire depuis juillet à février, la Chine a déjà importé à peu près 7 millions de tonnes de ces matières premières, orge foragère et aussi de maïs. Pourquoi la Chine a importé des quantités massives aussi importantes des matières premières pour le feed? Parce que derrière ça, en Chine, on a une filière d'élevage en pleine croissance. Plus concrètement, en 2020, par exemple, chaque habitant chinois consomme déjà une quantité
de la viande porcine, ovine et porcine, en plus de volaille, déjà 68,7 kilos par an, qui correspond à peu près 253 kilos de céréales multipliés par 1,4 population chinoise. Ça fait déjà une quantité de céréales de 354 millions de tonnes, qui est tout à l'heure, pendant je pense, pendant la troisième ou quatrième slide, un petit résumé sur la production des 3 céréales chinoises. C'est à peu près 624 millions de tonnes. Avec cette quantité de céréales consommées dans le feed, c'est plus de la moitié de la production des céréales principales. C'est aussi pour ça que la Chine importe depuis ces dernières années des matières premières pour le feed. Plus concrètement, voici un tableau pour vous illustrer. En 2021, la Chine a importé à peu près, précisément, pas à peu près, par les chiffres, 182 millions de tonnes. Bien sûr, la moitié, c'est soja. Cette quantité, blé, riz, maïs, sorgho, etc., correspond à peu près, si on fait une surface virtuelle, 91 millions d'hectares, qui correspond à peu près 2/3 de la surface arable chinoise, qui est de l'ordre de 120 millions d'hectares. C'est aussi pour ça que la Chine a besoin d'importer de ces céréales fourragères pour nourrir ses animaux, pour l'alimentation animale. Et alors, pour faire face à tous ces grands défis, quelle est la stratégie chinoise? Avec à peu près 120 millions d'hectares, 13% du territoire chinois, soit 7% des terres arables du monde, nourrit 20% de la population mondiale. À moyen et à long terme, la Chine ne produit que 85% de ses besoins en céréales. Si on importait 20 à 15% de la consommation de céréales depuis le marché mondial, comme si on importe des terres arables, de l'eau, pour équilibrer l'offre et la demande chinoise. Et alors, à moyen et à long terme, la situation de l'offre des produits agricoles et surtout des céréales en Chine ne prête pas à l'optimisme. C'est une réalité aujourd'hui. Cela s'explique principalement par des contraintes liées à l'environnement naturel, aux ressources, surface, comme vous le savez bien, surface arable, pénurie en eau. Pour vous donner un chiffre, en effet, chaque habitant chinois dispose seulement un quart de la quantité moyenne mondiale. À peu près aujourd'hui, chaque Chinois dispose concrètement à peu près de 1000 mètres cubes par rapport à plus de 8000 mètres cubes mondial. D'où ceci, il faut aussi ajouter l'urbanisation. Tout le monde sait l'urbanisation en Chine, tous les ans, ça se croît. À l'horizon de 2035, c'est-à-dire d'ici 14 ans, d'ici 13 ans, le taux d'urbanisation en Chine, c'est plus de 70%. Pour faire face à tous ces grands challenges, tous ces grands défis, quelles sont les nouvelles politiques chinoises, les nouveaux messages du gouvernement? Voilà. L'alimentation humaine, c'est-à-dire blé, riz, il faut qu'on soit autosuffisant. C'est aussi pour ça le président Xi Jinping, le président chinois Xi Jinping, il a insisté et réaffirmé plusieurs fois en disant que le pôle de riz doit être fermement tenu par les Chinois. En effet, c'est ça. Il faut qu'on soit autosuffisant en base de l'aliment, c'est du riz, c'est du blé. Mais ce qu'on a vu aujourd'hui, depuis de nombreuses années, la Chine a importé beaucoup de blés spécifiques, des blés protéinés pour améliorer la quantité. C'est pour ça, au niveau quantitatif, on peut être autosuffisant. La qualité, on se pose la question.
À moyen terme, c'est-à-dire au-delà de 5 ans, 6 ans, pour le blé, le riz, maïs, 90%. Quantité, c'est ce que je viens de vous dire. Quantitativement, il n'y a pas de grand problème. Mais par contre, qualité, on se pose aussi la question. À long terme, 80%, c'est-à-dire au-delà de 2035-37. Donc, dans le futur, il est tout à fait possible d'importer davantage du soja, comme ce que vous avez vu, du blé de la qualité supérieure, c'est ce que je viens de vous dire, des blés spécifiques, en plus de maïs, de sorgho, d'orge, d'orge brassicole, d'orge fourragère, des produits transformés, la viande, volaille, et aussi des produits pisciculture, des produits aquatiques d'élevage, fruits de mer. Depuis le marché international, car il y a de moins en moins de terres arables et d'eau douce en Chine. Et l'urbanisation, c'est ce que je viens de vous dire, c'est plus de 70% accru avec l'élévation du niveau de vie, d'où ceci pour dire que la Chine restera un grand pays importateur et surtout des matières premières pour le fil. Voilà, je m'arrête là. Et je vous remercie, mesdames et messieurs, pour votre attention. Merci. Merci, Monsieur Lee. Merci, Madame Pommier. C'était très intéressant. On prendra les questions après, une fois que François aura fini sa présentation. Et sans plus attendre, je vais passer la parole à Monsieur Van der Peppen, qui va nous parler donc des conséquences du conflit russo-ukrainien sur les trains de la route de la soie. Bonjour, merci pour l'invitation. Alors, je vais partager mon écran. Voilà, vous me dites si ça marche? C'est très bien, ça marche. Bon, très bien. Alors, concernant nos trains, évidemment, nous avons été directement impactés par le conflit en Ukraine, bien que les trains ne circulaient pas, nos trains en tout cas ne circulaient pas par l'Ukraine. L'itinéraire, c'est Kazakhstan, Russie, Biélorussie. Vous avez sur cette carte le programme des trains avant le conflit. Donc c'était un train hebdomadaire qui partait de la ville de Sillanes et qui arrivait à Paris sur le terminal de Valenton dans le Val-de-Marne. Donc le début de ce programme régulier, c'était en 2021, à partir du mois de juillet, et avec une montée en cadence qui nous amenait début 2022 à un train hebdomadaire en aller-retour. Donc dans notre train, on tenait absolument à ce que ce soit aussi un train export. Par rapport aux produits d'origine agricole, donc les céréales, je vais en parler un petit peu, mais c'est quand même, le train n'est pas forcément un outil très utile pour le marché des céréales, qui est vraiment sur des volumes plus importants, mais on avait lancé en 2020, 2019-2020, des échanges avec les interprofessions agricoles et France Agrimaire pour savoir ce qu'un train export pouvait apporter au marché des produits d'origine agricole, c'est-à-dire viande, lait, vin, qui sont les trois principaux marchés. Donc en conclusion, on avait besoin d'avoir un train régulier pérennisé, et ce qui jusqu'à présent sur le marché français, c'était surtout des trains saisonniers pour des produits de grande consommation et pour répondre à des pics d'activité. Voilà, bon, puis est arrivée la crise sanitaire, ce qui fait qu'il y avait quelques projets pour les marchandises à température dirigée, notamment le congelé, les viandes. Donc, en ce qui concerne le développement des trains, finalement, on a monté ces trains réguliers à partir de 2021 uniquement. Donc, vous avez ici quelques chiffres. La présentation sera partagée si certains d'entre vous veulent regarder plus de détails. Donc, que s'est-il passé fin février? Pardon?
Non, excusez-moi. Ce qui s'est passé fin février avec le conflit, il y a eu une attitude du marché et de nous-mêmes d'ailleurs, qui était une crainte suite à la guerre, et puis aussi les sanctions. Donc, est-ce que les trains allaient être impactés par les sanctions, du fait que sur le territoire russe, ce sont les chemins de fer russes qui tirent les trains, bien évidemment. Donc, il s'est passé 3 semaines, un mois avant d'analyser les conséquences. Donc, une partie des trains se sont arrêtés, donc les nôtres, en particulier sur Paris. Donc, il est possible de continuer à exploiter ces trains parce que nous n'avons pas de contrat directement avec les chemins de fer russes. Ces trains sont achetés par les Chinois, donc ce sont des trains chinois en réalité. Hein. Nous, on est sous-traitant pour la partie chinoise. Et l'achat de ces trains sur la partie russe ou biélorusse se fait par des brokers, des guichets tarifaires. Donc l'Union européenne nous a continué à autoriser la circulation de ces trains. Donc en résumé, il y avait un volume d'à peu près 18 trains par jour depuis la Chine sur l'Europe, avec un taux de rechargement d'à peu près 50 à 60% en export. Ces volumes de 18 trains par jour sont tombés de 50%. Donc il reste 8 à 9 trains par jour. Alors il y a deux effets. Donc il y a eu l'effet de la crise du conflit, et aussi ensuite, c'est difficile à apprécier, mais l'effet de la crise sanitaire en Chine, qui impacte là pour le coup les entreprises chinoises, qu'elles soient exportatrices ou importatrices. Et en particulier pour le marché français, la France échange surtout avec l'est de la Chine, la région de Shanghai, qui est la région aujourd'hui la plus impactée par la crise sanitaire. Donc, il y a un problème de demande. Et il y a un autre effet, hein, ces trains à l'importation concentrent aussi beaucoup de produits grande consommation. Et la consommation en Europe s'est ralentie. Hein. Vous savez qu'il y a une inflation de presque 10% en Espagne, 7% en Allemagne, 3 ou 4% je crois en France. Donc il y a un effet sur la consommation et donc moins de commandes de marchandises qui doivent arriver rapidement. Hein. L'avantage du train sur le bateau, c'est le délai de transport. Voilà, donc globalement, alors ces trains, la plateforme partenaire de Xi'an a la volonté de relancer ce train à partir du mois de mai, mais avec la réserve, c'est est-ce que nous aurons suffisamment de containers pour faire des trains complets. On a toujours eu des commandes de la part de clients chinois ou français pour ce train France, mais pas suffisamment pour avoir des trains de 44 containers. On avait à peu près la moitié des containers chaque semaine, une vingtaine. Donc ces containers, certains, les commandes ont été annulées pour circuler par bateau, et d'autres en fait ont été détournés via l'Allemagne par les trains sur Duisbourg. Voilà. Donc il y a de nouveau une demande plus forte. Donc Xi'an souhaite relancer ses trains. Il y a aussi le fait que comme le commerce s'est ralenti, forcément à un moment donné il va y avoir un rattrapage. En principe, Shanghai devrait sortir du confinement dans quelques temps. Donc tout ça va faire qu'il y a des retards d'échange qu'il faudra rattraper. Alors le petit souci, c'est que le Covid Omicron circule et que si Shanghai s'en sort, la question de la part des clients, c'est quelle est la prochaine région en Chine. Donc ça, c'est vraiment le problème, donc qui impacte pas seulement le ferroviaire, mais qui impacte aussi le maritime. Et ce qui risque de se passer, c'est exactement ce qu'on a connu en 2020-2021, des échanges en stop and go. Hein, et là, très vraisemblablement, la partie maritime sera aussi surchargée avec ce qu'on a connu, des engorgements dans les ports, des retards, des manques de containers disponibles, parce que pour l'instant, il y a beaucoup de containers vides en Chine, prêts à être rechargés,
Par contre, quand tous ces conteneurs seront chargés sur une durée d'un mois ou deux, ben, il n'y en aura plus. Il faudra attendre quelques mois pour que les volumes de conteneurs vides reviennent sur la Chine, etc. Donc, le train, je dirais, pour l'instant, on a une date de prévision du premier train le 16 mai, départ de Xi'an pour une arrivée vers le 9 juin. Mais il sera peut-être décalé d'une semaine, voire de deux, si les volumes ne sont pas là. Mais de toute façon, le train sera utile parce que on va sans doute, à partir de cet été, retrouver une situation chaotique au niveau du transport maritime. Donc voilà ce qu'on peut en dire sur la situation Ukraine. Donc la moitié des volumes supprimés. Donc nous, notre train, le dernier train est arrivé à la mi-mars en France. La circulation est très bonne parce qu'évidemment, il n'y a plus d'engorgement aux frontières ferroviaires. Donc les délais sont de 3 semaines. Et ce que nous souhaitons mettre en œuvre, c'est reprendre l'activité, pas sur des questions de volume, mais vraiment avoir un taux de qualité qui soit intéressant. Alors, une des études en cours, c'est un plan alternatif via ce qu'on appelle le Middle Corridor, via la mer Caspienne. Bon, mais c'est vraiment le début, c'est pas tout à fait au point. Les délais sont plus longs et c'est plus cher. Donc, par contre, ce qu'on sait, c'est que cette voie sera pérennisée pour les transports de conteneurs. Et sur le marché français, on a un petit avantage, c'est une liaison au départ de la Turquie vers le port de Sète, avec trois ferryboats par semaine. On a un avantage par rapport à l'Europe du Nord pour ça. Voilà. Enfin, je parlerai un petit peu de l'Ukraine juste après. Donc, ce que j'ai dit, c'est qu'on souhaite mettre en place un train, donc redémarrer le train avec un délai, avec des horaires fixes, des départs à un jour précis. En l'occurrence, en principe, ce sera le mercredi, pour une arrivée le lundi, 3 semaines plus tard, c'est-à-dire en 19 jours. Et à l'export, la même chose. On voit qu'il y a un vrai besoin d'export, notamment le marché français, il est très PME, PMI, hein, en comparaison avec l'Europe du Nord ou l'Allemagne. Il y a moins de grands groupes industriels, hein, type industrie automobile ou l'high-tech, tout ce qui est informatique et autres. Le marché français sur ces trains, il est surtout composé de petites et moyennes entreprises, d'activités B2B, hein, donc à l'import, bien entendu, il y a des produits en consommation, mais plutôt des gens spécialisés, pas vraiment, on connaît, l'exemple Decathlon est connu, mais sur nos trains, il y a plutôt peu de Decathlon, et plutôt beaucoup comme il est situé sur Paris, plutôt beaucoup de PME, PMI qui sont situés dans le sud de Paris, en Bretagne ou dans ces régions-là. Alors, pour revenir sur le sujet des produits d'origine agricole, on peut considérer qu'il faut abandonner la piste des containers à température dirigée pour la viande. Marché de la viande, alors notamment parce que vous le savez, l'attitude de la Chine par rapport aux produits, à la question sanitaire, elle est très frileuse. Elle n'est peut-être pas tout à fait rationnelle non plus. Donc, il s'est laissé dire il y a quelque temps que le Covid était arrivé par des containers de saumon qui venaient de Norvège, en Chine. Hein. Donc, il y a un vrai veto sanitaire pour ce type de produit qui est sensible effectivement à l'aspect sanitaire et contrôle. Alors, ce que nous gardons en cible, c'est évidemment le marché du lait et du vin. Alors, nous, on parle pas en valeur, on parle en tonnage. Hein. Les exportations de lait vers la Chine, c'est à peu près 130 000 tonnes par an. Un train, c'est 1000 tonnes. Hein. Donc, c'est l'équivalent de 130 trains. Et le vin et les boissons, hein, je vais mettre dans les eaux minérales, sont des produits, on va dire, plutôt de luxe. C'est plutôt 180 000 tonnes, donc 180 trains. Donc, vous voyez, si on répondait déjà à 10% de ce marché-là, ce serait déjà un début d'activité régulière. Donc, on a évidemment, sur les trains export, on a quelques
quelques volumes, mais ça n'est pas structurant pour l'instant. Alors, il y a une autre chose, quand vous regardez une carte, évidemment, on comprend l'intérêt du train. Ce n'est pas pour gérer des volumes entre la Normandie et puis Shanghai. C'est vraiment pour des marchandises qui partent du centre de la Chine, de la France et qui vont dans le centre de la Chine, qui est un marché qui existe très peu. Parce que la structure du commerce, comme vous le savez, les contrats sont souvent faits FOB, port d'arrivée. Donc, ce n'est pas fait pour le train, a priori. Donc là, on le gère, parfois en dépannage, mais les exportateurs français ont leurs canaux, mais plutôt pas de vision sur le marché intérieur, la distribution en Chine. Alors, c'est là qu'arrive une petite révolution. Donc, le Covid a un peu tout retardé, mais c'est le e-commerce et les places de marché. Donc, les Chinois avaient commencé à lancer ce sujet-là, notamment en se basant sur le train. La force du train, c'est d'envoyer peut-être des orges de brasserie de l'Orléanais sur Chongqing ou Xi'an. Voilà. Et là, c'est moins cher, c'est beaucoup plus rapide, c'est de la niche, hein, ce n'est pas des contrats d'1 million de tonnes, bien évidemment. Mais ça, donc cette partie, ce qu'on appelle le sourcing et la mise à disposition d'un moyen de logistique de marchandises, donc on a commencé à avoir des demandes, hein, et on sait qu'il y a des acteurs chinois qui travaillent sur ce sujet-là. Et ça, je pense que c'est un peu une révolution. Ça restera une niche, hein, mais on sait que 30% du commerce en Chine, c'est pratiquement du e-commerce. Donc ça commence à venir sur certains moyens de transport, et en particulier sur le train, dont l'intérêt est encore une fois de faire du door-to-door, et pas forcément de coller à des contrats FOB. Voilà ce que je voulais dire sur la Chine. Donc, voilà, on a pris un coup avec le conflit, et puis il ne peut pas en être autrement, et on est sensible. On a même eu des états d'âme, hein, sur ces trains qui étaient tirés par la Russie. En tant que cheminot, évidemment, on a un petit problème avec ça. Moi, j'ai été à une époque lié avec la Russie, dont j'ai géré quelques dossiers. Donc, on a un vrai contentieux moral par rapport à ça. Cependant, en analysant les choses, alors, la Russie gagne rien avec ces trains. Ce sont des trains achetés par les Chinois. Donc, ça ne fait pas du tout l'intérêt de la Russie, hein. Donc, déjà, c'est une petite consolation, parce que ce sont des marchandises. Si on arrêtait ces trains-là, ça impacterait les entreprises européennes ou chinoises, mais pas du tout les Russes, hein. C'est une niche en termes de nombre de trains pour la Russie. Donc, voilà, on a moins d'état d'âme par rapport à ça. Sujet Ukraine, ce n'est pas dans ma présentation, mais il se trouve que par rapport à d'autres des activités que j'ai faites par le passé, moi j'ai travaillé en Ukraine, et on est en train de relancer un dossier qui n'avait pas beaucoup avancé, qui est la construction de wagons à écartement variable. Vous savez que l'Ukraine, le réseau ferroviaire ukrainien a un écartement de rail plus large que l'écartement européen, hein, qui est 1520 mm très exactement, et l'écartement européen, comme l'écartement chinois d'ailleurs, est à 1435 mm. Alors, il y a quelques années, moi j'ai travaillé en Ukraine pour développer ce concept, pour lequel d'ailleurs j'avais rencontré les clients potentiels, Louis Dreyfus, Cargill, Soufflet, etc., où on avait un peu envisagé qu'est-ce que cette technologie pour les céréales pouvait apporter. Donc on reste sur une niche, mais alors là aujourd'hui, mes interlocuteurs en Ukraine et même au niveau de l'Europe disent c'est dommage qu'on n'ait pas lancé le concept, parce qu'aujourd'hui on est coincé pour les exportations. Alors on espère que la paix interviendra le plus rapidement possible, et que l'Ukraine gardera une façade maritime, et notamment Odessa, parce que sinon ce sera dramatique. Mais ce qu'on sait, c'est que définitivement et pour longtemps, l'Ukraine est coupée de la Russie en termes ferroviaires et d'activité économique, et que là maintenant, pour cette fois, là, l'avenir de l'Ukraine et de l'Europe sont intimement liés, hein, et la question ferroviaire, aujourd'hui, on a un vrai problème pour les énergies, hein, les hydrocarbures, toute la chimie en vrac, qu'on ne sait pas faire, ou très peu,
Et sur les céréales aussi. Hein. Les céréales, il faut passer par des silos. Il y en a qui existent, mais enfin, ça ne répondra jamais au volume que vous avez cité tout à l'heure. Donc, cette solution des wagons écartement variables, on a bien l'intention de la, sans mauvais jeu de mots, de la mettre sur rail d'ici 1 an et demi pour avoir des trains qui feront directement de l'interopérabilité sans s'arrêter aux frontières ou presque sans s'arrêter aux frontières. Il y a un déverrouillage qui se fait, mais ça prend 1 heure maximum. Voilà, ce sera à côté des solutions existantes, mais ça, c'est, je pense, essentiel. Et cette fois-ci, on aura les financements pour le faire. Ça concerne plutôt peu le marché français, il faut dire, hein, parce que la France est quand même éloignée et le tournesol qui vient en France depuis l'Ukraine, voilà, il va coûter évidemment très cher si on le fait en train, en ligne directe, et qu'il a vocation quand même à rester sur du maritime. Mais par contre, il y a un vrai sujet qui va concerner les échanges Europe centrale, voire Allemagne et l'Ukraine, en céréales avec cette technologie-là. Voilà ce que je voulais vous dire pour ces sujets à la fois liés, vous voyez, entre l'Ukraine et la Chine. Merci. Merci, Monsieur Van der Peppen. Écoutez, c'était très intéressant. Alors, j'en profite simplement pour dire qu'on essaiera sûrement d'organiser un prochain club agro sur les problématiques de transport liées à la crise Covid, hein, en lien avec le secteur agro. Sans plus attendre, écoute François, je te laisse la parole pour nous parler de la sécurité alimentaire en Chine et du déficit commercial structurel lié à la crise en Ukraine. Merci beaucoup. En attendant que la présentation arrive, la sécurité alimentaire en Chine est un thème d'actualité qui occupe les journaux, les discours politiques depuis un petit moment. Et cette présentation a vocation à vous expliquer les raisons non seulement de cette actualité, mais au-delà de cette actualité, du fait que c'est une préoccupation permanente et qui monte en priorité depuis 4 ou 5 ans au moins. Oui. Donc, elle se retrouve dans les discours et dès les doubles assemblées de 2021, le Premier ministre Li Keqiang déclarait « Nous sommes déterminés à assurer la sécurité alimentaire de notre population d'1,4 milliard d'habitants et nous savons que nous pouvons y parvenir. » Et cette déclaration a été renforcée, comme le disait Li Qiaoyu, par le président Xi Jinping lui-même au dernier Lianghui en 2022. Les bols de riz du peuple chinois doivent être remplis de céréales chinoises. Donc l'intention non seulement d'assurer la sécurité alimentaire, mais d'assurer la sécurité alimentaire à partir de fournitures essentiellement, voire exclusivement dans l'idéal pour les autorités chinoises. Et pourquoi cela? Eh bien, première indication, si l'on observe le commerce agroalimentaire de la Chine et notamment les importations en vert sur cette courbe, vous voyez que les importations chinoises ont littéralement se sont accrues s'accroissent depuis 10 ans, mais se sont particulièrement accélérées depuis 2015 pour atteindre avec une hausse de près de 30%, 210 milliards d'US dollars environ, en 2021, avec un déficit qui ne cesse de se creuser. L'agroalimentaire est le second déficit commercial de la Chine après l'énergie, dans un pays qui est connu pour ses excédents plutôt que ses déficits. Et deuxième aspect, non seulement la Chine doit se fournir de plus en plus à partir de l'étranger, mais elle doit se fournir avec des pays vis-à-vis duquel et avec lesquels il y a quand même quelques tensions. Donc le premier exportateur de produits agricoles agroalimentaires vers la Chine est le Brésil, donc du fait notamment des quantités colossales de soja qui sont exportées, mais l'on trouve ensuite les États-Unis, la Nouvelle-Zélande, l'Australie et pas bien loin derrière le Canada, donc tout un ensemble de pays avec lesquels eh bien, quelques tensions sont apparues dans les dernières années et pourraient, selon toute vraisemblance, demeurer dans les années qui viennent. Et c'est bien entendu quelque chose qui n'a pas échappé aux autorités chinoises, et ce, depuis un certain temps. Alors,
quelles sont les raisons de cette dépendance croissante de la Chine aux importations agroalimentaires? Eh bien, Chaoyu l'a rappelé, la Chine doit nourrir environ 20% de la population mondiale avec uniquement 10%, 8,5% de la surface arable de la planète et 6,5% des ressources en eau. Et donc, si on fait une petite géographie agronomique de la Chine, donc en partant d'une carte physique, mais en la doublant d'une carte juste des zones de production, des systèmes de production, eh bien, vous voyez que globalement, la Chine se divise entre une Chine de l'Est où les productions sont possibles avec différents systèmes en fonction des climats. Et la plus grande partie du territoire chinois est une Chine pastorale. Pastorale est un bien gros mot. Il faudrait mieux parler de désert aride et de montagnes glacées parce que dans le Xinjiang ou dans le Tibet, on ne peut pas même souvent élever des moutons. Alors si on va dans le détail, pour illustrer un peu cette diversité des systèmes de culture chinois, vous avez ce qui se trouve de mieux en termes de production et de productivité, c'est le Heilongjiang, donc qui fait partie des 3 provinces du nord-est les plus productrices, où vous avez les fameux sols noirs, les fameuses terres noires équivalents au tchernozème ukrainien, et souvent d'ailleurs avec des grands conglomérats agricoles et qui permettent une mécanisation comme ce que vous pouvez voir sur cette photo. Mais il faut bien avoir conscience que ce système de production est une exception. Aussi très intéressant d'un point de vue de production, les systèmes de culture du riz dans le Jiangsu, donc la province qui est immédiatement à l'ouest de Shanghai, et là aussi des zones extrêmement productrices, notamment productrices en riz sous forme irriguée, comme vous le voyez ici. Alors, si on progresse un peu désormais, ou si on descend un peu en termes de facilité de production, vous avez le Yunnan, donc dans le sud-ouest de la Chine, connu pour ses très belles terrasses irriguées. Et ce sont effectivement des paysages magnifiques, mais déjà nettement plus difficiles en termes de production, en termes de mécanisation, et sont des terres avec une forte productivité à l'hectare, mais déjà nettement plus difficiles à attirer des volumes de production très importants. Et puis en continuant, vous avez le Xinjiang, donc cette partie de la Chine pastorale au nord de la Chine, sur des terres de regain, comme vous le voyez ici. Mais ça, c'est la partie cultivable du Xinjiang, et la plupart du temps, c'est un grand désert très aride et très sec. Et puis, de même, les plateaux du Tibet, où vous pouvez au mieux faire du mouton, mais en général, c'est couvert de neige et de glace, et donc vous ne pouvez plus faire grand-chose. Et ça, c'est bien entendu quelque chose qui pèse très fortement sur la capacité productrice chinoise. Et si on fait une petite comparaison avec la France, pour illustrer un peu cette situation, eh bien, en France, on a une surface arable d'environ 120 millions d'hectares. Et en Chine, on a une surface arable d'environ 120 millions d'hectares, comme le disait Chaoyu, alors qu'en France, elle est d'environ 20 millions d'hectares. Mais ramené à la population, le disponible par personne est d'environ 0,1 hectare en Chine et 3 fois plus en France. Donc une vocation exportatrice de la France et une vocation plutôt importatrice de la Chine, si on s'en tient juste à ses dimensions physiques. Mais non seulement la situation de départ est déséquilibrée et défavorable à la Chine, mais cette situation se détériore pour plusieurs raisons. D'abord parce que les terres agricoles sont converties massivement du fait de l'urbanisation. Et vous avez vu la photo des rizières dans le Jiangsu. Le Jiangsu est actuellement, donc dans la plaine centrale, l'une des zones les plus actives de l'urbanisation en Chine. Et quand vous vous déplacez de Shanghai à Nankin, enfin quand vous pouviez vous déplacer de Shanghai à Nankin, vous voyez littéralement ces rizières être mitées par des grands ensembles urbains qui viennent manger sur ces terres agricoles, et donc des terres agricoles particulièrement riches.
Ensuite, il y a un problème généralisé de baisse de la fertilité des sols du fait de méthodes de production pendant des années extrêmement peu durables. Et enfin, une pollution des eaux pour lesquelles on n'a plus d'indicateurs récents, mais qui, dans les années 2010, était estimé à une vingtaine de % des eaux impropres à tout usage, y compris industriel d'ailleurs, et pour ne même pas parler d'agriculture. Ensuite, des éléments plus humains, il y a eu en Chine une demande nationale qui s'accroît du fait, en premier lieu, d'un enrichissement absolument formidable de la population chinoise. La population chinoise s'est enrichie, ses conditions de vie se sont améliorées en une trentaine d'années à une vitesse et à une ampleur sans égale dans l'histoire de l'humanité. Or, on sait qu'une population qui s'enrichit, elle commence par mieux manger. Et mieux manger, notamment en quantité, mais aussi et surtout en qualité. Et donc, la consommation de protéines animales s'est envolée en Chine. La viande, la consommation de viande qui était d'environ 50 kilos en 2018 a triplé depuis 1990. Elle a décuplé pour les œufs depuis 1981. Et pour les produits laitiers, la Chine est devenue un consommateur majeur de produits laitiers puisque sa consommation s'est multipliée par 26. Donc au total, si on prend les importations chinoises pour illustrer ce besoin pour la production, ce besoin en protéines carnées, eh bien comme le disait Li Qiaoyu d'Intercéréales, l'essentiel de cet accroissement des importations est essentiellement destiné soit à l'alimentation directe en viande, soit à la transformation en viande une fois arrivé en Chine. Et si vous prenez donc les différents types d'importation et si vous calquez dessus en estimant un peu rapidement, mais les effets de substitution peuvent très bien expliquer cela, que l'ensemble des importations de céréales sont utilisées pour l'alimentation animale, eh bien vous vous rendez compte que environ 35% des importations chinoises sont des protéines animales et 37 autres % sont destinés à l'alimentation animale ou peuvent servir à l'alimentation animale. Et donc, les 2/3 des importations chinoises sont dues à cette consommation accrue, à cette envolée de la consommation de protéines animales et ce besoin de la population, cette demande de la population chinoise en protéines animales. Sachant aussi qu'en Chine, il n'y a pas du tout les mêmes actuellement ou de manière très minoritaire, les débats qu'on a en Europe sur les nocivités de la consommation de protéines animales. Les protéines animales en Chine sont considérées, la viande est considérée comme un aliment sain, lié au statut, à la santé, etc. Et donc, il y a une recherche et il y a une valorisation de la consommation de viande en Chine. Donc, les dépenses alimentaires représentent encore près de 35% des dépenses totales et tout cela conduit à un taux de suffisance très préoccupant pour certains produits, donc 10% pour le soja qui est l'aliment pour animaux par excellence, mais aussi près de 30% pour l'huile alimentaire. Bon. Et donc, ces conditions naturelles en termes de conséquences pour la production entraînent des coûts de production élevés et qui réduisent la compétitivité de l'offre chinoise, aggravées ensuite par des considérations de politique agricole et une mauvaise allocation des facteurs, des prix garantis et des quotas d'importation pour riz et blé qui empêchent la Chine d'avoir pleinement accès aux prix sur les marchés mondiaux qui sont en général nettement, enfin jusqu'à récemment, nettement inférieurs aux prix sur le marché intérieur, une production bovine, lait et viande en feedlots qui est extrêmement coûteuse à produire et un dispositif de recherche dont un récent rapport du ministère de l'Agriculture a souligné de manière un peu inhabituelle d'ailleurs dans ce type de rapport l'inefficacité et le besoin d'une réforme profonde. Ensuite, la Chine reste encore un pays donc avec une agriculture duale, avec les grandes exploitations que vous avez vues dans le Nord, mais aussi très souvent une agriculture familiale que d'ailleurs les autorités chinoises évitent de bouleverser trop violemment du fait des conséquences sociales que cela pourrait avoir sur l'équilibre du pays, donc défavorable à la mécanisation, entraînant également une mauvaise utilisation des intrants et avec une faible concentration, puisque avant la crise porcine récente, les 10 premières entreprises porcines ne représentaient que 7% de la production, alors qu'en Europe de l'Ouest, vous avez une concentration bien entendu bien supérieure.
Autre aspect, donc, je le disais, la compétitivité est réduite de la production nationale et réduite vis-à-vis des importations du fait des coûts de production, et la migration urbaine massive entraîne une perte de savoir-faire et des problèmes de main-d'œuvre, un manque de main-d'œuvre sur les fermes, d'autant plus que l'activité agricole en Chine est une activité qui manque d'attractivité par rapport à d'autres emplois, et que les gens, dès qu'ils ont la possibilité de trouver des emplois, notamment en ville, eh bien, quittent les fermes pour aller s'employer en ville. Et donc, en outre, ceci pourrait laisser l'opportunité d'une réforme importante du foncier par les autorités chinoises en visant le regroupement des exploitations, mais pour des aspects sociaux, encore une fois, et pour ne pas choquer, disons, brusquer la population sur un thème extrêmement sensible. Le foncier, partout dans le monde, le foncier agricole est un thème très sensible et qui ne peut être manié qu'avec prudence. Eh bien, les autorités essayent une réforme du foncier visant un agrandissement des exploitations, mais ils vont de manière extrêmement prudente. Enfin, les sols se dégradent, je l'ai déjà évoqué. Donc, outre le problème environnemental général à Chine, vous avez une surutilisation des intrants et notamment des engrais. La Chine consomme environ le tiers du total mondial en engrais, avec des taux à l'hectare triples de ceux qu'on utilise en France ou aux États-Unis. Donc, une inefficacité très forte et forcément pas très propice à une agriculture durable. Et enfin, une pollution des eaux et des sols qui sont impropres jusqu'à un point où ils peuvent être impropres à la culture du fait de pollution industrielle ancienne. Alors, face à cela, quelle a été la réaction des autorités? Eh bien, ça fait longtemps, en fait, que les autorités se préoccupent de cette évolution de la situation et ont cherché, en premier lieu, à diversifier leur approvisionnement alimentaire. Alors, vous avez ici les importations et l'évolution des importations vis-à-vis de la Russie. La courbe rouge en haut montre l'ensemble pour toutes les importations, et vous voyez qu'elles sont passées entre 2016 et 2021, qu'elles ont doublé en passant de 2 à 4 milliards d'US dollars, avec encore des marges de progrès certainement très importantes, notamment pour les céréales. Paradoxalement, jusqu'à présent, la Chine importe peu de céréales de la Russie, ce qui s'explique notamment pour des contraintes phytosanitaires et des doutes sur la qualité phytosanitaire des céréales russes. On n'a plutôt aucun doute sur la qualité phytosanitaire des céréales russes qui est mauvaise, et les importateurs chinois privilégiaient jusqu'à maintenant d'autres approvisionnements. Et puis, l'exemple le plus illustratif, et on en revient à notre propos d'aujourd'hui, c'est l'Ukraine. Et l'Ukraine, la Chine a investi massivement en Ukraine et a développé massivement le fournisseur ukrainien. Et tout porte à croire d'ailleurs que cette évolution aurait continué s'il n'y avait pas eu la guerre actuellement, avec des importations qui sont passées de 1 milliard d'US dollars à plus de 5 milliards d'US dollars en 2021, en quelques années, et notamment du fait des céréales, donc maïs et orge, comme le disait Cheryu, mais aussi de l'huile extrêmement importante. Et puis, donc ça, c'est l'international, mais la priorité des autorités, c'est vraiment de développer l'autosuffisance, autant que faire se peut, et donc accroître la production au niveau national. Et ça, encore une fois, c'est quelque chose qui ne date pas d'hier, qui était déjà présent dans le 13e plan quinquennal, même s'il était moins évident que ce qui est actuellement, et qui se manifeste par contre très bien dans ce qu'on appelle le document numéro 1, qui est le document publié chaque année et qui traite des priorités agricoles de l'année, qui viennent un peu adapter le plan quinquennal aux priorités de l'année. Et en 2020, 2021, 2022, nous voyons la production et la préoccupation vis-à-vis de la production s'accroître. De même, lors des Lianchui, donc les doubles assemblées qui ont lieu en mars, les discours, je citais tout à l'heure à la fois le Premier ministre et le Président de la République, portent très fortement sur le souci vis-à-vis de la production. Et enfin, le 14e plan quinquennal a été une illustration, ou plutôt une matérialisation, puisque le développement en Chine est dirigé et se rythme au rythme des plans quinquennaux, et donc avec une orientation très nettement en faveur de la production, donc
un maintien de la politique de revitalisation rurale, ce qu'on appellerait en France le développement rural, avec les thèmes classiques, dont la stabilisation de la population rurale dans les zones rurales, la réduction des inégalités urbaines-rurales pour accroître l'activité des zones rurales, une lutte contre la pauvreté qui doit être maintenue pour conforter le résultat obtenu par la Chine d'élimination de la grande pauvreté, donc, et une approche beaucoup plus en faveur d'une durabilité de la production agricole, durabilité d'ailleurs dont on sent que dans les discours comme dans les effets pratiques, elle n'est plus dans les préoccupations immédiates des autorités chinoises au profit d'une priorité accrue à la production agricole qui domine littéralement le dernier plan quinquennal et les discours depuis le dernier plan quinquennal. Alors, vers un productivisme de plus en plus assumé pour, comment dirais-je, avec la question de savoir, ou l'objectif de savoir si le 14e plan quinquennal va permettre d'assurer l'autosuffisance de la Chine en alimentation. Alors, spoiler, la réponse est non, selon toute évidence. Et donc, comme le disait Zhao Yu, la Chine est un pays, et pour les raisons qui ont été exposées, la Chine est un pays qui est désormais structurellement importateur et dépendant de ses importations pour assurer son approvisionnement alimentaire. Donc, néanmoins, les autorités chinoises souhaitent conforter la production nationale, avec en premier lieu la production céréalière. Dans la production céréalière, les autorités chinoises comptent d'ailleurs la production de soja parmi les céréales en quelque sorte, avec un plancher de production de 650 millions de tonnes, qui est déjà atteint, mais qui ne doit pas descendre en dessous de 650 millions de tonnes, et une surface dédiée aux céréales qui est fixée à 103 millions d'hectares. Une lutte contre l'érosion et la conversion du foncier pour une conversion du foncier agricole vers du foncier urbain ou industriel, qui est quelque chose qui est extrêmement surveillé par les autorités chinoises, et une modernisation de la production à travers plusieurs axes. Une mécanisation, un équipement accru, y compris d'ailleurs dans les exploitations familiales qui ont vocation à s'organiser en coopératives ou avec des coopératives de services. Une priorité, sans doute la priorité des priorités et la solution vue par les autorités chinoises au développement de la production agricole, c'est la recherche. La Chine est un pays d'innovation, de recherche en industrie, et l'objectif est de faire à la production agricole le même sort, le même résultat que ce qui a été fait à la production industrielle en investissant massivement dans la recherche, notamment en génétique animale, mais aussi végétale, avec une conversion en cours de la Chine aux OGM, entreprise déjà depuis quelques années, malgré la réticence de la population qui justement jusque-là, jusqu'il y a quelques années, a freiné la volonté politique chinoise de passer aux OGM et dont on sent bien qu'elle est en train de céder et d'évoluer. Le développement et la réforme de l'irrigation pour avoir des systèmes plus efficaces et plus rationnels, et je le mentionnais, une transition agroécologique vers un développement plus durable, mais encore une fois, aux caractéristiques chinoises, parce qu'on sent bien que face aux objectifs de production, cette souci de durabilité est en train de céder face à des préoccupations plus immédiates. On avait eu le même phénomène en production porcine suite à la crise de la PPA, lorsque le cheptel porcin avait été réduit de 40% du fait de la peste porcine africaine, et où les règles les règles environnementales d'installation des exploitations porcines, en termes d'effluents notamment, avaient été mises entre parenthèses au profit d'un recouvrement de la production la plus rapide possible. Et le même phénomène s'applique un peu pour les mêmes raisons prioritaires attribuées à la production sur la production végétale dans son ensemble. Une intégration entre la production et la transformation des espèces de parcs agro-industriels, des clusters agro-industriels, et une politique foncière qui reste prudente, mais qui a vocation à favoriser l'agrandissement des exploitations. Et enfin, un développement de la logistique et du stockage qui reste encore à améliorer en Chine, et pour éviter notamment les pertes post-production. On en vient aux politiques. Alors, outre ces politiques sur l'offre, la Chine, mais également les autorités chinoises, mettent aussi des mesures en faveur d'une réduction de la demande,
avec plusieurs axes. En premier lieu, la promotion d'une consommation réduite en viande. Je l'ai dit, l'augmentation de la consommation de viande qui est passée de 5 kg par habitant en 1960 à cinquantaine de kilos en 2018, eh bien, est l'un des facteurs principaux de cette augmentation de la demande en produits agricoles et des importations en produits agricoles. Et les autorités chinoises passent, pour des raisons diététiques, nutritionnelles, à un objectif compris entre 15 et 27 kilos de viande par an, donc une réduction de moitié de la consommation de viande qui, bien entendu, aurait un effet très fort sur la situation que nous venons de décrire. Et autre message très important, qui a fait d'ailleurs l'objet d'une préoccupation au niveau du président Xi Jinping lui-même, la lutte contre le gaspillage alimentaire. Et donc, préoccupation nutritionnelle et lutte contre le gaspillage alimentaire sont deux politiques extrêmement louables pour des raisons de santé ou pour des raisons quasiment d'éthique en matière de gaspillage alimentaire, mais elles ont également des conséquences économiques sur la situation de dépendance de la Chine aux importations qui explique la priorité qui leur est donnée. Et enfin, la Chine, je le disais, est un pays extrêmement actif en termes d'innovation. C'est le second pays d'investissement au monde derrière les États-Unis, alors bien derrière les États-Unis, mais quand même extrêmement actif, et bien devant le troisième, qui est l'Inde, en termes d'investissement dans les startups les startups de la food tech, avec des recherches sur les substituts végétaux à la viande, les protéines alternatives, en attendant d'autres techniques disruptives qui sont certainement en gestation dans certains laboratoires. Voilà, j'en ai fini avec cette présentation et je vous remercie. Je suis à votre disposition pour des questions. Merci François, c'était très clair. Donc les questions sont ouvertes et je vais commencer moi-même par la première question. Alors je ne sais pas si c'est pour toi François ou Monsieur Li ou Madame Pommier, mais est-ce qu'on a un risque de pénurie à cause de la guerre en Ukraine ou d'inflation des prix importants, notamment sur certaines matières comme la farine ou des produits de consommation courante? Bien, la réponse est plutôt non, pour tout un ensemble de raisons. D'abord parce que les tensions sont plus à moyen terme, puisque sur la campagne immédiate et sur les 6 mois à venir, la situation n'est pas trop tendue. Et ensuite, la Chine dispose de réserves céréalières dont l'ampleur n'est pas connue puisqu'elles sont classées secret d'État, mais qui devraient représenter environ, dont on estime qu'elles représentent environ 50% du total mondial des réserves céréalières. Et donc, encore une fois, on l'a montré aussi, dans la mesure où un certain nombre d'utilisations des céréales chinoises sont orientées vers l'alimentation animale, il suffirait de réduire drastiquement avec les mesures dont on sait que les autorités chinoises sont capables en cas d'urgence, cette consommation animale et cette conversion pour l'alimentation animale pour réduire la demande en céréales. Donc la réponse est non à moyen terme, mais ça n'en demeure pas moins une préoccupation sur le long terme. La préoccupation porte sur la situation qui vient, porte beaucoup plus sur la situation d'autres zones dans le monde, et notamment Afrique du Nord ou Afrique, que sur la situation en Chine. Jérieux, tu veux compléter? Ah bon, merci. Merci. François, merci. Si vous me permettez, je vais apporter quelques infos complémentaires. Comme François a expliqué, en effet, depuis 2001, la Chine a déjà mis en place un système de réserve stratégique qui est détenu concrètement par Sinocrin, qui est une grande entreprise publique chinoise qui gère aujourd'hui, pour vous donner une idée, mais aujourd'hui ce n'est plus un secret, c'est déjà officiel, presque 2/3 d'une récolte chinoise. Mais autrement dit, pour le blé, par exemple, on dit que ça peut répondre à peu près 6 mois de consommation. Pour le maïs, à peu près la même chose, parce que selon les critères, la seuil de sécurité de FAO, c'est plutôt 3 mois. En Chine, aujourd'hui, plus de 6 mois. C'est pour ça, dans l'immédiat, et aussi
à moyen terme, je ne pense pas non plus qu'il y aurait une pénurie. Mais par contre, comme François a très bien expliqué, à long terme, oui, la Chine reste toujours un pays importateur. C'est plutôt comme ce que je dis, comme ce que François a bien expliqué, reste toujours un pays importateur. Pour les matières premières, pour le feed, pour le food, c'est plutôt pour importer des céréales, par exemple du riz, du blé de qualité, pour améliorer le blé et le riz local. Voilà. Oui, si vous voulez, je peux. Allez-y. Hein. Oui, pour compléter sur la partie plutôt globale, si vous voulez, la situation donc, entre l'Ukraine et la Russie a généré une très forte hausse d'un certain nombre de matières premières. Donc, bien évidemment, en tête, l'énergie et également les céréales. Et compte tenu en fait des impacts et de la situation mondiale que je vous ai présentée et des impacts de baisse de production qu'on attend sur l'Ukraine, ce sont des quantités qui ne seront pas disponibles pour le marché mondial, des quantités qui ne seront pas produites. Et donc les quantités qui étaient historiquement produites par l'Ukraine, c'est des quantités qui étaient disponibles pour les échanges. Donc ces quantités-là, elles vont manquer en termes d'échanges internationaux. Donc le niveau de prix qu'on connaît aujourd'hui à cause en fait de la guerre en Ukraine, on a du mal à le voir baisser de manière très significative. C'est-à-dire que ce serait difficile de savoir évidemment à quel niveau de prix on va être, mais l'ambiance et le contexte est quand même à être en faveur de prix qui restent soutenus sur les céréales, sur le marché mondial. À moins d'une magnifique récolte à tel ou tel endroit de la planète chez les exportateurs. Mais aujourd'hui, c'est quand même, on ne parle pas de pénurie, mais on parle de baisse des disponibilités pour le marché international. Merci, c'est très clair. Alors, j'ai 2 questions en ligne. Je vais lire la première et vous verrez qui souhaite y répondre. Donc, la guerre en Ukraine a-t-elle un impact sur le développement des routes de la soie? Quel autre pays pourrait compenser la baisse de production ukrainienne due à la guerre? Ou Anne-Laure? Oui, alors. Oui, vas-y. Alors. Oui, parce que ce qu'on a pu observer déjà sur la fin de campagne, hein, puisqu'en fait les flux qui sortent d'Ukraine sont interrompus pour grande partie depuis fin février. Donc ils ne sont pas complètement interrompus parce que c'était intéressant d'avoir votre témoignage sur le train, mais on voit qu'il y a une partie des volumes qui en fait passent par l'Europe, l'Est de l'Union européenne, donc par la Roumanie, la Pologne principalement, et qui redescendent aussi en partie ensuite vers les ports de la Bulgarie et de la Roumanie. Donc on a des flux de marchandises et on est assez agréablement surpris en fait par l'effort logistique qui est mis en place par l'Ukraine pour essayer de rendre disponibles des quantités de céréales pour le marché mondial. Donc c'est un peu de blé et principalement du maïs en ce moment. Donc il y a d'énormes queues de trains aux frontières, notamment pour ces problèmes de largeur de rails, d'écartement des rails. Donc, il y a un petit peu de disponibilité qui vient pour le marché mondial. Mais c'est principalement remplacé par du disponible en Inde. Parce qu'en fait, l'Inde est un pays aussi producteur de céréales et qui, cette année, a des excédents, a aussi un peu de stock et donc participe au marché mondial de façon un peu plus significative. Je vous le disais, on a des disponibilités en Australie, mais on est déjà en fait en saturation des outils logistiques en Australie, donc ça n'apportera pas beaucoup plus de disponibilité pour le marché mondial. Et il y a bien évidemment l'Europe pourra fournir un peu plus, et surtout aussi l'Amérique du Nord et un peu l'Amérique du Sud. Mais le principal exportateur qu'est l'Argentine a une gestion de sa propre inflation qui est très stricte, avec des quotas d'export, aussi bien en maïs qu'en blé, qui font que les disponibilités, elles sont connues et elles ne seront probablement pas augmentées. Donc ça, c'est sur la fin de campagne. La prochaine campagne, donc à partir de l'été 2022, c'est assez difficile aujourd'hui de se prononcer. Merci. Alors, il y a une autre question, ce sera peut-être pour Monsieur Van der Peppen.
Donc, c'est Damang de Chinafi qui pose la question. J'ai entendu parler par les réseaux sociaux chinois que la Chine et la Russie ont signé un accord sur l'utilisation possible de la Russie des trains Chine-Europe. Si ce n'est pas une fake news, enfin une fausse nouvelle, quel est l'impact éventuel sur les activités des trains Chine-France? Oui, non, c'est réel. Mais ces trains existent depuis le début des trains de la route de la soie. Évidemment, la Russie ayant une proximité géographique avec la Chine, c'est pas du transfert d'activité, c'est simplement que la Russie a un autre souci, c'est que certaines compagnies maritimes, les plus grandes occidentales, qui sont en fait les principales compagnies maritimes de transport de conteneurs dans le monde, ont décidé de ne plus accoster en Russie. Donc, il y a un transfert de marchandises qui se faisait en maritime, qui se fait sur le train, ce qui est assez logique pour des raisons de proximité. Hein. Mais ça ne sont pas les trains qui allaient sur l'Europe qui sont détournés sur la Russie. Hein. C'est vraiment des produits destinés au marché russe. Donc, il y a une augmentation des trains. Voilà, ça concerne peu ça concerne pas l'Europe en fait. Hein. D'accord, c'est clair. Est-ce que en ligne, vous avez d'autres questions? Parce que j'ai eu ces deux questions, j'en vois pas d'autres. Ou même parmi les intervenants, est-ce que vous avez des questions entre vous? Allez-y. Il n'y a pas d'autres questions en ligne. Pékin. Si je peux me permettre juste une petite remarque Ah, peut-être amusante sur les histoires de train, c'est qu'on a le même problème d'écartement des rails pour les exportations de céréales entre la France et l'Espagne. Donc, votre remarque sur les travaux d'investissement qui permettent de faciliter ce genre de flux peut être intéressant aussi sur d'autres destinations. Ouais, d'ailleurs, la technologie qu'on souhaite pousser est une technologie espagnole. Ouais, et ce n'est pas un hasard, c'est parce que c'est un sujet qui est financé aussi par l'Espagne. Ouais, ouais. Alors, j'ai vu deux autres questions. Une à Pékin dans la salle, je crois que c'était Pierre, si je ne me trompe pas. une question, oui. Oui, Pierre Tuette. Je travaille pour RAGT Semences, donc un semencier français. J'avais une question pour Monsieur Van der Peppen. Concernant les trains qui viennent de France, j'ai vu qu'ils passaient notamment par le Xinjiang et je voulais savoir s'il y avait des stops marchandises qui étaient faits dans le Xinjiang. Non, ça a souvent été promu par la Chine, mais vous savez que ces trains en fait fonctionnent avec des subventions et que non, il y a eu au début, c'était une vraie volonté pour relier cette province économiquement avec l'Europe. Mais on ne peut pas dire qu'il y ait beaucoup d'échanges. Ce n'est pas une région qui est très puissante industriellement. Hein, donc il y a de la production, mais qui d'ailleurs peut être sous sanction pour les raisons que vous connaissez. Et puis, oui, voilà, je pense, j'ai souvent entendu parler de ça au début, il y a 7-8 ans. Et dans les faits, ce ne sont pas des trains qui s'arrêtent vraiment dans la région. Ils passent dans la région, mais je ne crois pas que ça ait développé beaucoup d'activités. D'accord, il n'y a pas de stop. C'est vrai qu'on voit souvent sur les cartes qui sont présentées deux nœuds qui sont Korgos et Urumqi. Par contre, oui, ce ne sont pas des stops. Alors, sont des arrêts techniques pour changer de train. Hein. Il y a un changement d'écartement de rail. Donc, vous avez Korgos, Korgos Chine, Korgos Kazakhstan, qui est une frontière plus au sud, qui marche plutôt peu parce que c'est compliqué l'accès géographique. Hein, mais l'itinéraire qui est le plus rapide, on gagne 2 jours, c'est Dostik à la Canggu. Donc, il y a des arrêts, mais des arrêts pour changer de train. Mais ce ne sont pas des arrêts de stock de marchandises. Voilà, c'est vraiment il faut changer de train, donc il y a des terminaux, donc on prend avec des terminaux les conteneurs d'un train, on les met sur le train d'à côté. Voilà, merci beaucoup. J'ai une question, ça va être plus pour Madame Pommier. Avons-nous une pénurie alimentaire cet automne dans le monde entier? Alors, je ne pourrais pas répondre par l'affirmative ou la négative à cette question, mais
Et évidemment, dès aujourd'hui, donc nous, Intercéréales, on a une activité de promotion des céréales françaises à l'international, puisqu'on exporte une tonne de céréales sur deux, une tonne de céréales sur deux produite en France est exportée. Et donc nous avons des bureaux donc, en Chine, avec Monsieur Lee, mais également en Égypte et au Maroc, donc avec une présence au plus près des consommateurs qui sont dans l'ensemble de l'Afrique finalement. Et aujourd'hui, les acheteurs mondiaux sont très inquiets. C'est-à-dire que l'Égypte, l'Algérie, la Tunisie et également une grande partie des pays d'Afrique subsaharienne sont de façon tout à fait légitime assez inquiets sur leur approvisionnement en céréales. Et en fait, on a deux problèmes. On a un problème de quantité disponible et clairement, on sent bien que on n'a absolument pas le droit à l'erreur en termes de production sur les mois qui viennent. Et vous savez bien qu'on est climato-dépendant sur ce type d'activité. Donc, je crois qu'on est tous très, très attentifs à ce qui se passe en termes de climat partout dans le monde, et notamment dans l'hémisphère nord en ce moment. Et donc ça, c'est une chose. Donc c'est le problème de disponibilité. Aujourd'hui, on sait qu'on aura moins de tonnes que prévu de toute façon en Ukraine. Et ça, c'est un vrai... la question, c'est est-ce qu'on a moins 15, moins 20, moins 30 ou moins 50%. Mais ça, c'est une évidence. Et on n'est pas certain de pouvoir compenser cette baisse de volume par d'autres hausses ailleurs. Donc la disponibilité, elle reste à construire par le climat et l'activité des agriculteurs sur les mois qui viennent. Et par contre, on a un problème de prix. Donc il est évident qu'il y a un certain nombre de pays qui sont confrontés à cette question d'accès, tout simplement, aux marchandises au coût où elles sont maintenant. Donc c'est vrai qu'on est quand même dans une situation d'inquiétude, et ce qui explique en fait les initiatives qui sont prises actuellement au niveau mondial et européen sur l'aide et l'appui aux pays en développement notamment, et avec l'initiative européenne Farm en particulier. D'accord, mais écoutez, c'est clair. J'ai pas vu d'autres faire. Est-ce que vous m'entendez? Alban, oui, on t'entend. Oui, alors du coup, par contre, en fait, il y a une autre question qui est arrivée. Donc, question pour François. A-t-on des indications que la population chinoise deviendrait plus réceptive aux OGM? A priori, non, du côté de la population, mais c'est les autorités à la fois scientifiques et les autorités politiques souhaitent un passage et une augmentation de l'utilisation des OGM depuis plusieurs années, qui sont vus comme une solution à beaucoup de difficultés donc de production, pour augmenter la production, pour pouvoir utiliser plus facilement des herbicides, etc. Le premier basculement ou le premier prétexte à cette conversion a été fait il y a 2 ans à l'occasion de la menace d'une peste, d'un organisme nuisible, qui s'appelle le légionnaire d'automne, et dont on craignait des ravages extrêmement importants sur les cultures céréalières en Chine, et ce qui a permis aux autorités chinoises de pousser la recherche OGM, et qui est déjà présente depuis des années et des années, et qui constitue une constante des autorités chinoises, et comme l'a montré d'ailleurs le rachat de Syngenta en 2016 ou 2017 pour la bagatelle de 43 milliards d'US dollars. Et donc les tensions croissantes sur le disponible agricole en Chine sont une incitation supplémentaire pour les autorités chinoises pour pousser l'utilisation des OGM. Alors, de fait, les OGM sont déjà utilisés en Chine à plusieurs égards, sur les cultures non alimentaires, par exemple. Et puis, il y a des OGM qui circulent en Chine sous le manteau, si j'ose dire. Mais on sent très bien que la voie qui se décide et promue par les autorités chinoises est une utilisation beaucoup plus généralisée des OGM chinois, pas les OGM importés. Là encore, on retrouve une espèce de protectionnisme scientifique ou protectionnisme commercial qui vise non seulement
des objectifs économiques, mais aussi des objectifs de maîtrise stratégique de ces technologies. Et donc, la Chine est en train de se convertir aux OGM, ça c'est tout à fait certain. Mais je ne pense pas que ça soit, comment dirais-je, que ça a permis que ça se fasse avec une conversion de la population à ces technologies. Et autant que je sache, la population reste réservée, comme elle l'est partout, enfin disons dans d'autres pays du monde d'ailleurs, y compris en Europe, aux OGM. Merci François, c'est très clair. Est-ce que vous avez encore une dernière question avant qu'on coupe, ou une dernière remarque? Madame Pommier, oui. Oui, si j'étais très intéressée par votre exposé, Monsieur Blanc, et notamment, je voulais revenir sur la partie alimentation animale, enfin consommation de viande en Chine, sujet qui a également été évoqué par Monsieur Li. Mais est-ce que vous avez évoqué donc cette stratégie de recommander une baisse de consommation de viande par habitant au travers du plan de l'État chinois? Est-ce que c'est quelque chose comment vous percevez cette perspective en fait? Alors, vous savez que là, la modification des habitudes alimentaires est quelque chose qui prend du temps quand même à s'incarner dans les faits. Ceci dit, en Chine, l'expérience a montré que les choses vont toujours plus vite que dans beaucoup d'autres pays, et donc les conversions de ce type et les mouvements de ce type peuvent être beaucoup plus rapides de manière spontanée ou impulsés par les autorités. L'alimentation est partout dans le monde un sujet quand même extrêmement sensible, et particulièrement en Chine où Dieu sait que dans les 70 dernières années, la population chinoise a particulièrement souffert d'un grand nombre de déficits alimentaires, dramatiques pour certains, et donc c'est quelque chose qui est extrêmement sensible dans la population chinoise. Et encore une fois, l'amélioration de l'alimentation, et notamment l'amélioration de l'alimentation en viande, a été un facteur enfin, une vision d'enrichissement, et qui reste quelque chose d'extrêmement valorisé. La viande, c'est bon pour la santé, et donc le lait, c'est bon pour la santé, etc. Donc, c'est des tendances à la fois lourdes et dures, si j'ose dire, et donc on n'a pas d'indication, enfin moi je n'en ai pas, je ne sais pas si d'autres en disposent, sur des réductions beaucoup plus fortes, enfin des réductions de la consommation de viande. Il y a un souci croissant de la population chinoise et des consommateurs chinois à leur alimentation, à une alimentation qui est bonne pour la santé et qui peut très bien faire le lit justement de ce genre de messages pour impulser une baisse de la consommation. Mais je pense que très largement, ça reste à venir dans les années qui viennent, sachant encore une fois qu'en Chine, les conversions et les mouvements peuvent aller extrêmement rapidement. Je ne sais pas si d'autres veulent intervenir. D'ailleurs, vous avez peut-être plus d'expérience sur ces aspects-ci. Mais personnellement, je n'ai pas encore d'indication comme quoi ces messages passeraient. Et d'ailleurs, sur la lutte contre le gaspillage alimentaire, alors on le voit dans les restaurants, c'est quelque chose qui est proposé de plus en plus, mais je n'ai pas non plus l'impression dans les quelques repas. Alors des banquets, il y en a quand même de moins en moins actuellement, mais je n'ai pas l'impression que ça se matérialise complètement dans les faits non plus sur la lutte contre le gaspillage alimentaire. Là aussi, c'est quelque chose qui reste quand même largement à se développer. Et d'ailleurs, on ne peut que souhaiter que ça se développe au vu de l'impact que la consommation en Chine peut avoir d'abord sur la Chine et puis sur le reste du monde également. Voilà, bah écoutez, s'il n'y a pas d'autres questions, je pense qu'on va clôturer cette session qui était extrêmement dense et très intéressante. En fonction, alors comme je le disais tout à l'heure, en fonction de l'évolution de la situation Covid, notamment à Shanghai, mais aussi dans d'autres villes, on fera, je pense, un point au Club Agro par rapport à tout ce qui est transport pour le secteur, parce qu'il y a ici des véritables sujets et il y a une vraie question par rapport au port, effectivement, vis-à-vis, le train, on en a parlé un petit peu, mais c'est des sujets très importants. Voilà, bah écoutez, merci à tous et très bonne soirée à vous. Merci. Au revoir. Merci. Au revoir. Et encore merci à nos intervenants.